Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le journal télévisé du CNRD. Bonjour à toutes et à tous, en effet celui-ci sera consacré à la fin de la guerre 39-45 en axant notre analyse plus précisément sur les opérations de libération du territoire national, les répressions subies de la part des forces d'occupation alliées, les déportations et l'anéantissement final du Troisième Reich. Dans un premier temps, nous allons parler de l'occupation allemande à la veille des grandes offensives, et pour cela, quoi de mieux qu'un reportage signé François Recourcé et Julien Maubert. L'occupation allemande sur le territoire français commence donc suite à la signature de l'armistice du 22 juin 1940 entre le représentant du Troisième Reich allemand, le maréchal Keitel, et celui du gouvernement français, le général Hunsinger. Est mise en place alors une ligne de démarcation entre la zone occupée militairement par les Allemands et la zone dite libre, administrée par le régime de Vichy. La zone occupée allemande s'étend à tout le pays. Pendant cette période d'occupation de 1940 à 1944, la France subit un pillage économique, humain et territorial. La France souffre, en plus des pénuries entre autres de main-d'œuvre, car 1,5 million de Français ont été déportés en Allemagne pour y travailler. Elle subit aussi des lourdes réquisitions de toute l'industrie lourde. Elle connaît enfin les bombardements britanniques, c'est ainsi que plus de 520 000 tonnes de bombes seront déversées sur le sol français qui occasionneront plus de 60 000 victimes, faisant de la France le second pays le plus bombardé de la Seconde Guerre mondiale, après l'Allemagne. La France doit faire face également à la censure de leurs journaux et de leurs radios. L'Allemagne réquisitionne en outre plus de 150 000 Français contre leur gré pour participer à l'effort de guerre allemand. C'est ce qu'on appellera le STO, service du travail obligatoire. Parallèlement à cette situation difficile, durant cette période d'occupation, les Juifs vont énormément souffrir. L'Allemagne et le gouvernement de Vichy va imposer progressivement le port de l'étoile jaune pour tous les Juifs de plus de 6 ans. C'est ainsi qu'une inscription juif figure sur leur carte d'identité. Ceux-ci subiront aussi pour finir les nombreuses rafles, c'est-à-dire des arrestations de Juifs en masse par la Gestapo, police politique nazie, pour être envoyés dans des camps de concentration du Reich allemand. Un très beau reportage qui nous montre la dureté de l'occupation allemande à cette époque. Et maintenant, nous allons retrouver notre envoyé spécial en duplex dans l'actuelle école Annick Pisigot, située à Locminé, dans le Morbihan, qui servait pendant la guerre de prison, mais aussi de véritable lieu de torture. Merci à vous Ryan et me voici devant l'actuelle école Annick Pisigot qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale de véritable lieu de torture, d'interrogatoire et de prison. Plus de 2000 résistants se sont fait torturer par les Allemands nazis dans ce lieu durant le conflit comme Annick Pisigot. Mais au juste, qui est Annick Pisigot ? Annick Pisigot naît le 16 septembre 1924 à Locminé dans le Morbihan, fille d'Albert Pisigot et de Françoise Lasselin, tous deux propriétaires d'un hôtel-restaurant des voyageurs à Locminé, établissement dans lequel mademoiselle Pisigot travaillait comme femme de ménage. Annick s'engage dans la résistance munie d'un atout considérable, le fait qu'elle parle allemand, et beaucoup d'officiers allemands viennent dormir dans l'hôtel où elle travaille, ce qui lui permet d'écouter les conversations des officiers allemands qui ne se doutaient pas qu'elle puisse les comprendre. Elle installa également un poste émetteur dans une dépendance de l'hôtel. Elle devient agent de liaison pour le bureau des opérations aériennes. Annick obtient le grade de sous-lieutenant et assure plusieurs parachutages de matériel et d'armement. Elle se fait arrêter avec ses parents le 28 avril 1944, probablement suite à une dénonciation. Elle se fait affreusement torturer à plusieurs reprises par des officiers allemands. Malgré la souffrance, elle parvint à garder le silence pour préserver son réseau de résistants et ses camarades. Elle sera détenue à Port-Louis jusqu'au 4 juillet, date où elle est transférée au fort de Romainville, près de Paris, avec 60 autres résistants du Morbihan. Accusée d'espionnage, elle est condamnée à mort, mais sa peine est commuée aux travaux forcés. Le 2 août 1944, elle est déportée vers Kassel. Elle connaît ensuite plusieurs lieux de détention. Elle finit par se faire libérer du camp de Mauthausen par la Croix-Rouge le 21 au 24 avril 1945. Très affaiblie, ne pesant que 36 kilos, malade de la tuberculose, elle meurt dans l'hôpital de Saint-Gall, en Suisse, où elle est enterrée sur place. Le 11 janvier 1950, son corps est rapatrié à Locminé dans le Morbihan, où auront lieu ses obsèques. À présent, nous allons accueillir notre expert en grandes offensives qui suivirent les différents débarquements au mois de juin et d'août 1944. Bonjour à vous, Louison.
Bonjour à vous et merci de m'accueillir sur votre plateau, monsieur. Le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie, aussi appelé Opération Neptune, a lieu. Les Alliés arrivent par les plages de Omaha Beach, Utah Beach, Gold Beach, Juno Beach ainsi que Sword Beach. Plus de 156 000 Alliés participent au débarquement et 30 000 membres de l'AC sont mobilisés sur les plages. S'ensuit donc le début de la bataille de Normandie, aussi appelée Opération Overlord, du 6 juin au 29 août 1944. Avec le 11 juin déjà plus d'1 million d'Alliés débarqués. Cette bataille se soldera par une victoire alliée accentuée avec la libération de Paris le 25 août 1945. Au total, près de 200 000 soldats alliés, tués, blessés ou disparus, ainsi que 200 000 soldats de l'Axe, tués pendant ces premiers mois de libération. Merci beaucoup Louison pour ces informations cruciales. Nous allons retrouver tout de suite notre expert Guénaël Le Tonquez, situé sur un lieu où, justement, de nombreuses répressions et exactions ont été données par les Allemands, le fort de Penthièvre à Saint-Pierre-de-Quiberon, dans le Morbihan. Et oui, commençons d'abord par l'origine de ce fort. Sa construction est décidée en 1747 dans le cadre de renforcement du littoral breton contre de possibles invasions anglaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes intègrent cet ouvrage à leur dispositif du mur de l'Atlantique, censé éviter tout débarquement de troupes anglo-américaines. Il sert également de geôle et de lieu d'exécution tenu par les Allemands. C'est dans ce lieu que plusieurs dizaines de patriotes y ont été fusillés après condamnation à mort ou exécutés sans jugement. Durant la guerre, une salle de torture y avait été aménagée par l'officier SS Sulling. La pendaison par les pieds, les coups de bâton, le supplice de la baignoire et l'arrachage des ongles y ont été commis. Le 11 juillet 1944, devant l'avancée des troupes américaines, le chef de la Gestapo de Vannes donna l'ordre au colonel Ries, officier de la Wehrmacht, d'exécuter 53 détenus de la prison surpeuplée de Vannes. Le major Esser, chef de bataillon de la défense côtière, chargé d'exécuter cet ordre, fit ainsi transférer de la prison de Vannes 53 détenus, pour la plupart des résistants appartenant aux forces françaises de l'intérieur, et aux francs-tireurs et partisans. Ces détenus viennent essentiellement du Morbihan, et 25 d'entre eux viennent de Locminé, commune se localisant au centre du Morbihan. Comme par exemple Léon Fallot, 43 ans au moment de son exécution, et domicilié à Locminé, ou encore le plus jeune, Le Pennec André, 17 ans au moment de son exécution, et aussi domicilié à Locminé. Aujourd'hui, des commémorations se déroulent au pied du fort, le 13 juillet, en mémoire des 53 résistants exécutés. Merci beaucoup Guénaël Le Tonquez, et maintenant nous allons retrouver en duplex Olivier Coulon qui va nous parler de la fin de l'univers concentrationnaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à vous. Alors sachez tout d'abord qu'en parallèle des grandes offensives en France, les soviétiques à l'est de l'Allemagne avancent par une série d'offensives contre celle-ci. Notamment la grande opération Bagration du 22 juin au 19 août qui mobilisera plus de 2,3 millions de soldats soviétiques et qui se soldera par la libération de la Biélorussie, de la Pologne et d'une partie des pays baltes. S'ensuivra donc une avancée perçante des Russes et la découverte d'un premier camp en Pologne occupée, celui de Majdanek en juillet 1944. Ils découvrirent alors un camp pratiquement vide, les Allemands ayant emmené les prisonniers en hâte dans des marches de la mort vers l'ouest pour les envoyer dans d'autres camps. Les Allemands dissimulèrent alors les traces de meurtres en masse. Ils démolissent presque tout le camp, brûlent les fours crématoires, mais dans la précipitation, oublient les chambres à gaz qui resteront intactes. Les soviétiques libèrent tout de même quelques prisonniers éreintés. S'ensuit donc la découverte des camps d'extermination de Belzec, Soblibor et Treblinka en Pologne occupée durant l'été 1944. Ce sont encore les soviétiques qui y parvinrent, mais les Allemands avaient déjà démantelé ces camps après y avoir exterminé la plupart des Juifs de Pologne. Pouvez-vous nous relater la libération du camp de concentration le plus connu, Auschwitz-Birkenau? Bien sûr, le camp d'Auschwitz-Birkenau, situé en Pologne occupée, fut libéré le 27 janvier 1945 par les soviétiques.
Ils y libérèrent environ 7000 survivants, la plupart des prisonniers avaient également été emmenés dans des marches de la mort vers l'ouest. Si les nazis avaient détruit la plupart des entrepôts d'Auschwitz, les forces de l'armée rouge trouvèrent tout de même les effets personnels des victimes, tels que plus de 7000 kilos de cheveux humains, 8000 tenues féminines et quelques centaines de milliers de tenues masculines. Suite à cela, sont libérés plusieurs autres camps en Europe de l'Ouest, comme celui de Sachsenhausen, Stutthof ou bien celui de Ravensbrück par les soviétiques. Y a-t-il des camps libérés par les Américains? Bien entendu, celui de Buchenwald par exemple, près de Weimar en Allemagne, ayant été libéré le 11 avril 1945 par les forces américaines, quelques jours après l'évacuation des prisonniers par les nazis. Les Américains libèrent aussi les camps de Dora-Mittelbau, où étaient incarcérées essentiellement des femmes, celui de Flossenbürg, celui de Dachau près de Munich, ou encore celui de Mauthausen. Les Britanniques ont-ils aussi libéré des camps? Bien sûr, ils libèrent aussi des camps en Allemagne du Nord, comme celui de Bergen-Belsen le 15 avril 1945, où ils y trouvèrent plus de 60 000 prisonniers, ou encore celui de Neuengamme, près de Hambourg, le 4 mai 1945, où ils y trouvèrent bon nombre de Bretons. Pour conclure, lors des libérations, les Alliés ont donc été confrontés à l'horreur des camps nazis, où ils y découvrirent par exemple des tas de corps au sol. L'infime minorité des survivants avait un corps squelettique, dû notamment aux conditions de travail forcé, au manque de nourriture ou encore aux mois de mauvais traitements. Beaucoup étaient si faibles qu'ils ne pouvaient à peine bouger. La maladie restait un danger omniprésent et de nombreux camps durent être brûlés afin d'éviter la propagation des épidémies. Pour les survivants des camps, le retour à la normalité s'annonçait donc long et difficile. Merci énormément Olivier Coulon. Nous allons maintenant vous présenter un petit reportage relatant l'écroulement du Troisième Reich. Celui-ci est signé Thomas Guillaume. La fin de l'État nazi, aussi appelé Troisième Reich, marqua la fin du totalitarisme et de la dictature nazie. Suite aux nombreuses offensives dirigées par l'armée rouge vers l'ouest et dues à la bataille de Berlin, qui se déroula entre le 16 avril et le 2 mai 1945, le Reich allemand se retrouve en très grande difficulté et de nombreux dégâts sont à déplorer sur le sol allemand. Notamment durant cette bataille, où Adolf Hitler, conscient que l'armée rouge est à quelques pas de la ville, coordonne la défense allemande, mais ses effectifs, déployés étant sous-équipés, ne peuvent s'opposer efficacement face aux unités soviétiques. La défaite étant devenue inévitable, Adolf Hitler se suicide le 30 avril 1945 d'une balle dans la tête, dans le Führerbunker de Berlin, en compagnie de sa femme Eva Braun. Les armées soviétiques n'étaient qu'à quelques centaines de mètres de son bunker. Peu de temps après, le drapeau soviétique est hissé au sommet du palais du Reichstag vers 22h50, faisant suite aux assauts de l'armée rouge sur le Reichstag qui duraient depuis le début de la journée du 30 avril. Hitler avait nommé Karl Dönitz par testament comme son successeur à la tête du Troisième Reich. Loin de régner sur une nouvelle Allemagne, ce grand amiral se retrouve contraint de dissoudre la République. Très vite, il confie alors à Alfred Jodl, chef de l'état-major des forces armées au haut commandement de la Wehrmacht, la tâche de négocier les termes de capitulation de toutes les troupes allemandes avec le général américain Dwight D. Eisenhower. C'est alors que le 7 mai 1945, à Reims, à 1h41, Jodl signe l'acte de reddition militaire inconditionnel qui ordonne la cessation des combats à partir de 23h01 le 8 mai. Ce 8 mai, peu avant minuit, une seconde capitulation allemande est signée à Karlhorst, en banlieue sud-est de Berlin, à la demande de Joseph Staline, qui estimait que les plus grandes pertes de cette Seconde Guerre mondiale revenaient à la Russie, et qu'il ne fallait pas signer une reddition à Reims, mais bel et bien à Berlin, en présence des représentants soviétiques. Alors, ceux-ci, ceux de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis, arrivent peu avant minuit. Après l'ouverture de la cérémonie par le maréchal Zhukov, les représentants du haut commandement allemand, emmenés par le général Feldmarschall Keitel, sont invités à signer l'acte de capitulation entrant en vigueur le 8 mai à 23h01, heure d'Europe centrale, soit le 9 mai à 1h01 à l'heure de Moscou. Ceci explique pourquoi la victoire est célébrée le 9 mai au lieu du 8 dans les pays de l'ex-URSS, notamment en Russie. Dans tous les cas, ces deux actes de capitulation signent la fin du Troisième Reich allemand. Et pour finir, nous allons regarder un petit extrait de l'interview de Roger Marette, ancien déporté morbihanais, pour se rendre compte de la gravité de cette guerre. Et le retour à la vie normale a pu être dur. Ça a demandé du temps, oui, un peu de temps, oui. Oui, parce que, bon, presque un an comme ça, de vie tourmentée, eh bien, c'est dur de se remettre à la vie normale. C'est difficile de...
Ah oui, je vois que j'ai mis du temps. Du temps. Oui, je trouvais long parce que rapport aux autres, je voyais toujours joyeux, ou bien surtout, bon, oui, la guerre était finie pour ceux qui... Hein, c'était joyeux, c'est vrai. Mais moi, j'avais du mal à... Oui, avant que ce soit bien revenu, il fallait 1 an quand même. Hein. 1 an et demi. J'ai appris, enfin, j'avais pas tout à fait fini mon apprentissage de chaudronnier soudeur. J'avais fait 2 ans et demi, c'était 3 ans à l'époque. Et il n'y avait pas de travail sur ce métier-là au retour. Alors, comme le Hennebont, Lorient étaient détruits, il y avait le bâtiment. Ça demandait de la main-d'œuvre, alors il n'y avait pas autre chose. J'ai commencé comme manœuvre, et puis sur le tas, j'ai appris à faire le maçon. Et puis, voilà. Vous êtes marié? Je me suis marié en 49. En 49, et vous avez eu plusieurs enfants? Trois enfants, oui. Toujours vivant. Bien, très bien, avec les enfants.